vous avez suivi le discours de Patrice Emery Lumumba. Est-ce que les propos tenus par Lumumba ont été respectés? Y a-t-il eu des avancées ou bien nous sommes en train de faire du surplace? Merci beaucoup pour la question. Il faut d'abord savoir que ce discours a été prononcé de façon plus ou moins improvisée. Le protocole n'avait pas programmé que le Premier ministre intervienne, fasse une allocution à l'occasion. Il était question que le président Kasavubu prenne la parole pour la circonstance et que le roi prononce le discours solennel de proclamation de l'indépendance. Oui. Et Lumumba s'est imposé, et Dieu sait que c'était un grand tribun, un peu à la manière de Mélenchon en France, et il a prononcé ce discours extrêmement virulent, qui a été considéré comme une humiliation par l'opinion publique et les acteurs politiques belges. Ce discours était séduisant par son côté plutôt social. Il voudrait que tout le monde soit payé de façon juste. Il rappelle les tristes vérités du colonialisme et c'était connu et c'était la question qu'on se pose, est-ce que le cadre était indiqué pour ce règlement de compte? On aurait pu rester protocolaire et diplomatique et faire l'économie de l'incident qu'il y a eu ce jour-là. Mais pour toutes les frustrations qu'on a connues pendant la période coloniale, les gens la population congolaise a plutôt bien accueilli ce discours, qui était une sorte de réaffirmation de soi devant un colon qui nous considérait comme des moins que rien. C'était l'affirmation de la fierté d'un peuple. Et de ce point de vue, j'apprécie ce discours, quoique je pense qu'il n'était pas opportun. N'était pas opportun, pourquoi? La cérémonie, c'était une cérémonie solennelle de proclamation de l'indépendance. Et ce qui devrait nous préoccuper, ce n'était pas de régler des comptes, ce n'était pas les ressentiments. Ce qui devait nous préoccuper, c'était l'avenir immédiat après l'indépendance. Quels étaient les problèmes réglés avec la Belgique? Quels étaient les problèmes non réglés? Quelles étaient les contradictions entre les élites congolaises et comment on allait résorber ces contradictions? Donc Lumumba a précipité les choses. Il est allé vite en besogne. Oui. Et donc, on peut considérer que la République démocratique du Congo continue à payer les conséquences de ces discours de Lumumba le 30 juin 1960. Il y a toujours le fameux contentieux belgo-congolais, puisque quelques jours avant la proclamation de l'indépendance, les sociétés coloniales, mais qui avaient leur siège en métropole, ont changé de siège et ont changé même des régimes juridiques, sont devenus des sociétés belges, alors que c'était des sociétés de droit colonial. Et les avoirs de ces sociétés, les impôts payés par ces sociétés, etc., ont fait encore, il y a quelques décennies, l'objet d'un contentieux. Vous vous souviendrez de cette émission célèbre où une délégation congolaise a échangé à la télévision, Maître Kamanda, Maître Nimi et le professeur qui était président du comité central, Kassenda, oui.
Et la délégation congolaise avait fait des démonstrations impressionnantes qui tendaient à montrer que pour chaque dollar belge investi en RDC, la Belgique recevait en retour le double. Et donc, si on avait mis fin à la colonisation, la relation entre la Belgique et le Congo était restée plus ou moins de type colonial, où l'exploitation du Congo continuait suivant d'autres modalités. Est-ce que cela continue jusqu'à présent, prof? Non. La présence belge est maintenant plutôt marginale. Des nouveaux acteurs sont entrés en jeu, les Américains, les Français, les Allemands et maintenant, plus récemment, les Chinois. Et les Russes sont en embuscade aussi. Ils sont déjà en République centrafricaine. Et le Congo a, pour le moment, la particularité d'avoir des minerais stratégiques qui intéressent l'industrie occidentale. Et il y a une forte compétition autour de ces richesses minières du Congo, ce qui explique en fait tous les bouleversements que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Alors, prof, nous pouvons rappeler que c'est depuis le 4 janvier 1959 que la lutte a commencé avec ces manifestations des Congolais cette manifestation des Congolais qui sont venus, s'il vous plaît, la technique, cette manifestation des Congolais qui sont venus du stade des Martyrs à l'issue d'un football. Les Congolais, apparemment, ils en avaient marre. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que cet état des choses, on avance, on recule ou on fait du surplace par rapport à tout ce qu'a relevé Patrice Emery Lumumba dans son discours? Non, quand on regarde l'évolution de la scène politique congolaise, on a l'impression que c'est un mouvement de balancier. Ça va dans un sens et dans l'autre. Donc on fait du surplace. On fait du surplace. Je vous en donne quelques exemples. Ok. En 1962, nous avons la politique des provinces 7. C'était une façon de répondre à la tendance aux sécessions, la sécession katangaise, la sécession du Sud Kasaï. Et on se dit, bon, on va tailler les espaces administratifs suivant des logiques d'espace culturel. Et donc, qu'on garde une certaine homogénéité culturelle tribale pour former les provinces. Mais la politique des provinces a dégénéré. Au Nord Kivu, dans la guerre de Kanyarwanda, par exemple. Mais est-ce que les choses ont évolué? Nous avons 26 provinces, plus la ville de Kinshasa. Et qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a justifié la création de ces 26 provinces? Ce sont des raisons politiciennes qui ne tiennent plus au rélan tribaliste. On dit que c'est pour rapprocher la population des administrés. Mais l'administration plutôt. Avant de créer une province, il faut s'assurer qu'elle sera viable. Est-ce qu'on a l'équipement, on a les ressources humaines, on a la capacité de mobiliser des ressources pour faire fonctionner une province? Il y a des provinces non viables, tout simplement, dans ce pays. La plupart des provinces issues du découpage de l'ex-province de l'Équateur sont totalement non viables. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Après, nous avons connu en 1964 la rébellion mouléliste. Est-ce que les choses ont changé? Nous avons le M23. La rébellion mouléliste n'a pas peut-être commis autant d'atrocités, n'a pas entraîné autant de déplacements des populations. Le M23 est particulièrement nocif. On a plus de 6 millions de déplacés et si on cumule les exploits du RCD et du M23, on est aujourd'hui à
avec l'AFDEL avant ça. On est, d'après cette comptabilité macabre qu'on entend dans la presse, à près de 10 millions de morts. Et ça, vous voyez bien que la situation est plutôt en train de se dégrader. Les mercenaires, en 67, on a connu Jean Schram. Et aujourd'hui, on retrouve encore des mercenaires sur le théâtre congolais. Des mercenaires originaires généralement d'Europe de l'Est. De la Roumanie. Oui. En 65, on a eu un coup d'État militaire. Mobutu a pris le pouvoir. Et aujourd'hui, 64 ans après, on nous reparle encore d'un coup d'État présumé et qui serait l'œuvre de 52 commandos civils et qui étaient lourdement armés de 10 Kalachnikov, c'est-à-dire des fusils que portent les policiers. Et c'est avec ça qu'ils ont voulu renverser le pouvoir. Vous voyez bien qu'il y a des régressions. Et si je fais un petit saut, en 73, nous avons la loi qu'on appelle abusivement loi Bakajika, qui va régler le contentieux foncier. Mais en fait, cette loi n'a rien réglé du tout. On a juste adapté la législation coloniale à la nationalisation du sol, au principe que le sol est la propriété désormais de l'État. Et aujourd'hui, ça fait 51 ans, cette loi est toujours là. Nous avons proposé au gouvernement une loi modificative. Mais cette loi est bloquée au Parlement depuis le mandat, depuis la législature passée. Et 2018? Oui. Ok. Jusqu'à la veille, avant la clôture de la dernière session du mandat passé, cette loi était en débat, la loi des révisions. Mais elle n'est pas passée. Enfin, le vote avait été interrompu. Et donc, jusque maintenant, nous avons un texte de loi qui est tout à fait inadapté au contexte social et culturel congolais et qui, par ailleurs, n'a pas réalisé ses promesses de stabiliser politiquement le pays et de mettre le pays sur la voie du développement économique. Bien au contraire, nous venons de battre un petit record dont nous pouvons être fiers. Nous sommes maintenant le 4e pays le plus pauvre du monde. Il faut être fier de ça, prof. Lumumba a parlé de justice sociale. Vous voyez que nous n'allons pas dans la bonne direction par rapport à ça. Aujourd'hui, on parle de 21 000 $ que toucherait le député. Que touche l'enseignant d'école primaire? Il est encore à 200 $. Quel est le salaire? Il n'est pas à 200 $, prof. À 200 000 francs. 240, oui. 150 000. Vous voyez, c'est moins de les 100. enseignants qui nous suivent peuvent répliquer. Hein? C'est moins de 100 $. Et pendant ce temps, que gagne un ministre national? Que gagne le chef de l'État? Lui est carrément passé aux aveux. Il ne s'intéresse pas à son salaire, il ne sait pas ce qu'il gagne. La tension salariale, l'injustice sociale est criante. Et au plan, par exemple, de l'agriculture, vous savez que l'économie des plantations à l'époque coloniale a permis de déposséder les indigènes de leurs terres au profit des colons. Qu'est-ce que nous avons fait en 1974? Pour changer les choses, nous avons remplacé les colons belges par des dignitaires du régime Mobutu. En fait, à la place des Blancs, on a eu des colons noirs et qui n'avaient aucune expérience dans la gestion des plantations. Ces plantations sont tombées toutes en faillite. Et avec le boom, les cours mondiaux favorables du quinquennat, du café, etc., il y a eu un engouement pour l'acquisition des terres.
Si bien que nous nous retrouvons aujourd'hui, une étude a montré, et je suis d'ailleurs content que le gouverneur l'ait mentionné dans son discours, la taille moyenne d'une exploitation familiale en RDC aujourd'hui est de 0,3 hectares par ménage. Or, pour assurer sa sécurité alimentaire, une famille a besoin de minimum 0,8 hectares et idéalement 1 hectare. Et donc, il y a un déficit foncier, de capital foncier dans chaque ménage de 0,5 ou soyons plus généreux de 0,4 Merci hectares. beaucoup. Ce qui explique qu'aujourd'hui, 70% et peut-être plus des Congolais sont en insécurité alimentaire. 47% des enfants sont en déficit pondéral, etc., etc. On a les chiffres les plus terribles. Les plus alarmants du monde. Oui. Et l'autorité le sait, et sa réponse, nous aurons l'occasion d'y revenir, ne semble pas toujours être à la mesure du problème.